Moi, président de la République, je vous demande de vous arrêter. C'est un nouveau rendez-vous sur LCI, comme toujours, est une séance de décryptage d'images à partir des faits marquants de l'actualité. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, voici tout de suite le sommaire. Volkswagen face à la crise, aussi puissante soit-elle, la firme doit dans l'urgence restaurer sa réputation. Comment faire amende honorable tout en limitant les risques judiciaires? Élément de réponse à suivre. Filmer l'exercice du pouvoir, un doc sur le quotidien de François Hollande sera diffusé en prime time la semaine prochaine. Quel est l'effet recherché par l'Élysée? Le réalisateur du documentaire est notre invité. Transgresser, dire ce qu'il pense, c'est apparemment la marque de fabrique d'Emmanuel Macron. Il s'éloigne de la gauche, mais au fait, quel est le but recherché? Je vous présente tout de suite nos invités. Yves Geland, réalisateur du documentaire à l'Élysée, un temps de président, diffusé lundi prochain sur France 3. Soyez le bienvenu. À vos côtés, Jérôme Béglé du Point. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Boudot du cabinet Tilder. Soyez le bienvenu. Nicolas. Merci. On commence par le feuilleton Volkswagen. C'est le scandale industriel de la décennie. Il est allé crescendo cette semaine. Acte 1, la firme reconnaît le trucage de ses tests anti-pollution aux États-Unis. 11 millions de voitures diesel roulent avec le logiciel truqué. L'annonce a été faite par communiqué, fraude, mensonge. C'est un désastre, notamment en termes d'image, car la marque a bâti sa réputation sur la vérité et sur des moteurs sûrs et propres. Voici la dernière pub diffusée par Volkswagen aux États-Unis. Je trouve qu'elle est magnifique, mais le diesel pollue? Oui, c'est vrai. Non, ça polluait avant. Mais là, nous sommes en 2015. Non, écoute-moi, Carrie. Le diesel est synonyme de pollution. Je vais vous le prouver. Tu vas salir ton écharpe. Alors, ce n'est pas propre? Ok, ce n'est pas sale, mais tu as un sale esprit. Là, il y a du boulot pour les communicants. Nicolas Boudot, est-ce que l'image de Volkswagen est durablement écornée? Très durablement écorné. C'est ce que disent souvent les communicants entre eux. Il faut plus de 20 ans pour construire une réputation positive et 20 secondes pour la perdre définitivement. Et là, on en a une image archétypale. C'est un exemple absolu de communication de crise. Et Volkswagen va mettre beaucoup de temps à s'en remettre, mais pas seulement Volkswagen. L'ensemble des constructeurs automobiles, par effet de contagion, par effet de bord, sont également dans l'œil du cyclone médiatique et peut-être judiciaire, l'avenir nous le dira. L'ensemble des politiques occidentaux se sont saisis de la situation. Ségolène Royal pour la France, les commissaires européens aujourd'hui même. Pour résumer, c'est une crise de communication, une crise d'image, une crise de réputation. Volkswagen a la chance d'avoir construit son image sur des ADN extrêmement forts. Donc, avec le temps, on peut imaginer, sans présumer ce que sera l'avenir, mais on peut imaginer que la marque s'en remettra. La seule question qui vaut, c'est en combien de temps? Et là, ça risque d'être long. Aussi puissante soit-elle, Jérôme Béglé, ça va être dur quand même de remonter la pente pour Volkswagen? C'est un désastre pour l'entreprise, évidemment, au moment où elle devenait le premier constructeur mondial, en tout cas au premier semestre 2015, au moment où elle avait réussi à imposer une douzaine de marques sur le sérieux, sur la robustesse, sur l'honnêteté, sur la réputation, tout ça est balayé. Alors, il y a un petit bémol quand même à mettre, c'est que ça se passe aux États-Unis. On sait très bien, il y a quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, la BNP Paribas avait été victime d'une immense amende de la part des autorités américaines parce qu'elle avait spéculé en dollars, mais pas avec les bons pays et pas avec le bon dollar, si j'ose dire. On sait très bien que les Américains sont extrêmement protectionnistes et qu'ils sont particulièrement sévères sur les entreprises, sur les multinationales qui viennent poser un pied ou un peu plus d'un pied sur leur marché. Ça a été la BNP l'année dernière, c'est maintenant le groupe Volkswagen. Donc on peut penser que les dégâts seront considérables sur le continent américain, en tout cas nord-américain, et que vraisemblablement, peut-être en Europe, ils s'en remettront. D'autant plus si on s'aperçoit que d'autres constructeurs européens ou mondiaux ont pêché à peu près sur les mêmes normes. À ce moment-là, ce sera un scandale qui affectera toute automobile et on ne va pas tout d'un coup décider de rouler en vélo ou en train. Voilà. Donc je pense que c'est très ennuyeux pour eux, mais ils s'en remettront avec le temps et avec une politique commerciale et publicitaire efficace. On va rester sur cette situation de crise. C'est l'acte 2. Les patrons de la firme Volkswagen prennent la parole. Eux, si puissants d'habitude, apparaissent tout penauds devant les caméras.
Dans l'ordre, le PDG du groupe accroché à son prompteur, il a démissionné depuis, et dans un tout autre style, le responsable de la filiale américaine. Ça ne doit jamais se reproduire. Plusieurs millions de personnes font confiance à notre marque, nos voitures et notre technologie. Ça me désole que nous ayons pu les décevoir. Je présente mes excuses à nos clients et aux autorités. Soyons très clairs. Notre groupe a été malhonnête avec les autorités chargées du contrôle des émissions de gaz. Malhonnête avec chacun d'entre vous. Disons-le, nous avons totalement merdé. Voilà, des excuses qui ont le mérite d'être claires et incisives. Nicolas Boudot, l'entreprise a-t-elle bien géré l'urgence ? Oui, elle a plutôt bien géré l'urgence, en tout cas sur le fond. Sur la forme, c'est peut-être un tout petit peu plus contestable. Je pense que le PDG Monde depuis l'Allemagne savait déjà que son sort était scellé pour avoir une... Il n'est pas bien, hein, ouais, il est hyper... Il est extrêmement statique et on devine presque les arrière-pensées quand il s'exprime. L'Américain est sur un registre pour le coup très américain et je pense que la meilleure méthode, voilà, c'est de faire le mea culpa le plus rapide possible, d'expliquer si possible pourquoi c'est arrivé et puis assez vite de passer à autre chose et de reconstruire, comme le disait Jérôme Begley, à grand renfort de marketing et de publicité, une nouvelle image pour le groupe Volkswagen avec un nouveau président ou un nouveau dirigeant parce que une des autres conséquences de ce genre de crise en communication, c'est qu'il faut une victime expiatoire et que cette fois, ça a été le PDG. Il y en aura probablement d'autres. Urgent de tourner la page. La règle d'or en pareil cas, c'est la transparence, Jérôme Begley. Opération main propre. Tout de suite, tout avouer, dire c'est un désastre, c'est une catastrophe. Tout de suite, tout avoué. Au départ, c'était 500 000 véhicules aux États-Unis, puis finalement, 2 jours plus tard, non, c'est 11 millions partout dans le monde. On a compris, ils étaient eux-mêmes en interne assez surpris de l'ampleur de la manip, si je puis dire. Donc, ce qui va se passer, première opération, on avoue, on va décapiter le groupe. Il y a, je crois, 2 ou 3 cadres importants qui ont démissionné. À mon avis, il y en a d'autres qui vont partir dans le bain d'ici quelques jours, quelques semaines. Après, il va falloir provisionner de substantielles sommes dans les comptes de l'entreprise parce que l'Amérique va évidemment exiger beaucoup d'argent. Il faudra certainement indemniser quelques possesseurs de voitures, le réseau de distribution, les concessionnaires, etc. Je vous parie que d'ici 6 mois, 1 an, ils vont créer une fondation Volkswagen pour l'écologie, le développement durable, tout ce que vous voulez. Bon, ils sont encore crédibles là, sur des messages écologiques. Oui, parce que à court terme, c'est compliqué quand même. Mais si vous dites je mets 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards là-dedans, des gens diront bon quand même c'est une somme substantielle, allons-y, croyons-les. Et puis quatrièmement, il va falloir effectivement refaire une autre politique marketing. Je pense qu'ils vont s'en tirer. Moi je pense qu'il leur faudra 10 ans. Au babo. Voilà. D'accord. Pourtant, ils sont aujourd'hui numéro 1 mondial. Et on rappelle que tout cela intervient au moment du salon automobile de Francfort. Est-ce un hasard ? On ne sait pas. On ne sait pas encore très bien si c'est 11 millions ou si c'est 15 millions. Est-ce que toutes les marques du groupe Volkswagen, il y a quand même une quinzaine de marques dans l'Empire, ont été affectées. C'est pas sûr qu'on ait vu tout l'iceberg et pas forcément seulement la partie hors de l'eau. À suivre, dans Comme toujours, l'exercice du pouvoir sous l'œil d'une caméra. François Hollande filmé jour après jour à l'Élysée. Le documentaire s'appelle « À l'Élysée, un temps de président ». Il sera diffusé lundi prochain sur France 3. Ce doc, c'est vous, Yves Geland, qui l'avez tourné et réalisé. 6 mois au contact du chef de l'État et de son entourage. Entre août 2014 et février 2015, on verra 2 extraits dans un instant. D'abord, à votre avis, pourquoi a-t-il accepté la présence de votre caméra ? C'est toujours difficile de répondre à une question qui ne s'adresse pas directement à moi, mais à lui. J'ai réussi peut-être à le convaincre. Il y a eu une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est un des personnages du film, un des 2 grands seconds rôles du film, à savoir Gaspard Ganzer, qui est conseiller en communication, médias, presse du président de la République, qui était arrivé peu de temps avant que je ne commence à tourner, que je connaissais d'avant, puisqu'avant il avait travaillé avec Bertrand Delanoë, et moi j'avais déjà réalisé un film avec vous aviez Bertrand une Delanoë. bonne porte d'entrée, mais ça n'est sans doute pas suffisant. Ensuite, et Hollande lui-même nous a dit, peu de gens finalement savent qui je suis. Oui, en fait, Hollande s'intéresse vraiment beaucoup aux documentaires politiques, et il en voit beaucoup, donc il a vu également les miens, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas quelques-uns. Et je crois qu'au moment où je commence le tournage aussi, il faut dire que
certes, aujourd'hui, le président n'est pas très populaire, mais quand je commence au mois d'août 2014, il est à 13% dans les sondages. D'une certaine façon, j'allais dire qu'il n'a pas grand-chose à perdre. Et puis, il a cette politique accentuée par la présence de Gaspard Ganzer, qui est d'ouvrir les portes. Alors, moi, j'ai commencé il y a un moment. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'opérations transparence ou portes ouvertes depuis. J'ai essayé de faire en sorte, en tout cas, de ne pas m'inscrire dans un plan média et de déjouer les stratèges en communication et de garder le plus possible ma liberté. Et j'ai pas eu trop de bâtons dans les roues pour ça. On va en parler dans un instant. On regarde un premier extrait. François Hollande répond à des journalistes du Monde. Il est question de photos volées prises quelques jours plus tôt lors de ses vacances personnelles. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous comprenez? Je ne vous dirai pas ce que j'éprouve, mais vous l'imaginerez. Ce que je pense, c'est que il ne s'agit pas de respecter une personne. Il s'agit de respecter une fonction. Et ce n'est pas un intérêt privé qui est en cause. C'est un intérêt aussi national. Chacun doit y songer, même pour des arguments commerciaux. Merci. Voilà, Gaspard Ganzer, c'est lui qui met fin à l'interview. Là, il répond à qui, le chef de l'État? Aux journalistes du Monde ou à votre caméra? Non, il répond aux journalistes du Monde. C'est un court extrait d'un entretien qui a duré 1h30 ou 2 heures. Donc moi, je filme la totalité de l'entretien. Il y a une séance photo juste après? Oui, il y a une séance photo juste après. Je filme aussi la séance photo, d'ailleurs, assez savoureuse, puisque le photographe qui photographie le président de la République est celui qui a photographié la photo qui fera la une du Monde au moment de la victoire de Hollande, qui sera la photo, on le voit avec Valérie Trierweiler. Et il lui dit « Ah, vous avez gardé la photo que j'ai faite ?» « Oui, répond le chef de l'État, je l'ai gardée malgré tout. » Et quelques jours après, elle disparaît suite à l'apparition du bouquin de cette même ex-compagne. Donc je ne pense pas qu'il s'adresse vraiment à ma caméra. Moi, j'essaie de filmer toujours en pas de côté. Et puis chaque fois que que je filme le chef de l'État, j'essaie de le voir. J'ai jamais mené, moi, d'entretien avec lui. Je le vois face à d'autres journalistes quand je l'accompagne à France Inter. Et ma caméra, ce n'est pas le premier de ses soucis à ce moment-là. Jérôme Béglé, quel est l'objectif recherché par le chef de l'État en ouvrant ses portes, en montrant son quotidien de président de la République? Ce genre de documentaire, c'est toujours extrêmement intéressant parce que c'est une plongée dans le vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir, il est plus dans ces moments-là que dans des conférences de presse ou dans des déplacements qui sont toujours extrêmement contrôlés. Après, son intérêt à lui, c'est de montrer justement, François Hollande a depuis le début un problème d'autorité. On pense qu'il n'habite pas la fonction, qu'il n'a pas le costume de la fonction. Donc quand on le voit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sous les ordres de l'Élysée, dans le costume du président de la République, président d'un conseil des ministres, recevant des ministres, recevant son premier ministre, recevant ses alter-ego étrangers, il est président, il fait président. Donc ça permet de le présidentialiser ou de le représidentialiser. Après, évidemment, François Hollande est très malin et sait exactement comment fonctionne le monde des médias. Quand il sait qu'il a une caméra devant lui, il va se contrôler. On n'imagine pas un seul instant qu'il puisse être surpris du matin au soir par la présence d'une caméra. Yves Geland, il n'a jamais été surpris. Surtout quand la caméra reste là 4 ou 5 mois, on finit par s'y habituer. Il y a une forme, je sais que le mot est très galvaudé, de connivence, mais qui est moindre que l'interview sur un coin de table de 3 minutes. Oui, enfin, en même temps, plus on reste et plus on finit par s'apprivoiser. Donc, je ne sais pas si c'est la connivence ou aussi c'est une manière aussi de se faire oublier à un moment. Moi, je filme tout seul. C'est aussi la différence avec peut-être d'autres médias auxquels il est peut-être plus habitué. Une équipe de tournage, en général, c'est 3 personnes, parfois 4. Moi, je suis tout seul. Je fais le son, l'image, la réalisation. Je ne bouge pas beaucoup et je me mets d'une certaine façon dans la position du pêcheur à la ligne. Mais je ne suis pas là pour le piéger. D'ailleurs, je pense souvent il faut trouver le bon équilibre entre la confiance nécessaire, mais aussi la distance indispensable. Cette distance, elle existe, et j'ai jamais cherché. Souvent, il y a des fausses impertinences qui se révèlent en fait de vraies connivences. Et je pense que moi, ce qui m'intéressait, au-delà du discours, effectivement, c'était de filmer. C'est plus un film qui se regarde plutôt qu'il ne s'écoute, j'allais dire. C'est-à-dire que l'important, c'est le langage du corps, c'est ce qui leur échappe. Et là, il a beau contrôler sa parole, il y a des moments
moments où il y a des choses qui lui échappent. Et ça, je l'ai toujours fait, que ce soit avec Jacques Lang il y a 15 ans, ou Bertrand Delanoë, ou Philippe Séguin au moment de la campagne du municipal à Paris, jusqu'à Georges Frêche, en passant par Delanoë, Gaspard Ganzer ou Jean-Pierre Jouyet. Il y a toujours des choses qui leur échappent et je prends mon temps sans chercher à les piéger, mais à révéler quelque chose. Deuxième extrait. Le jour de la nomination d'Emmanuel Macron au gouvernement, le conseiller en communication de l'Élysée, Gaspard Ganzer, brief les journalistes. Il est jeune, il a 37 ans. 37 ? Ouais. 36, il va avoir 37. Et le plus important, le président qui le dit, il a toute la confiance du président. Il a toute la confiance du président. C'est le plus important. Le plus important, et François Hollande lui-même insiste sur ce point, il a toute la confiance du président de la République. Voilà, ce sont des éléments de langage qui sont diffusés par l'Élysée et qui manifestement sont repris par les confrères. Est-ce que c'est de la bonne com, ça, Nicolas Boudot ? C'est de la bonne com si on se place du côté de l'Élysée, c'est sans doute un peu moins de la bonne com si on se place du côté de votre consoeur de iTélé, là. C'est un passage obligé, ce type de brief, surtout pour la nomination d'un nouveau personnage extrêmement important dans le gouvernement et qui était finalement assez peu connu. La grande difficulté, moi, que je vois dans cette partie du documentaire, c'est le côté arrière-cuisine. C'est ça qui est particulièrement intéressant, mais je pense que les Français sont attachés finalement à une certaine mystique du pouvoir et que le fait de montrer comme ça ce qui se passe dans les coulisses, et assez loin dans les coulisses, là, dans le cas d'espèce, c'est le brief des journalistes politiques par Gaspard Ganzer. Ça n'est pas l'attente de l'opinion, ça n'est pas l'attente des Français ? C'est pas l'attente de l'opinion, mais quand vous êtes au restaurant, savoir ce qui se passe dans la cuisine, c'est pas toujours ce qui vous intéresse en premier, c'est de voir le résultat. Et les Français sont vraiment, une fois de plus, attachés à la mystique du pouvoir. Et si on peut revenir 20 secondes sur le premier reportage, le président de la République commence son intervention par « Je ne vais pas vous dire ce que j'éprouve ». Moi, ça me rappelle Georges Pompidou sur l'affaire Gabriel Russier. Il avait dit « Je ne vais pas vous dire ce que j'éprouve », puis il avait terminé par un poème d'Éluard. Il y avait une vraie mystique du pouvoir à l'époque et je pense qu'il y a une certaine nostalgie des Français pour cette période-là. Yves Geland, réaction ? C'est drôle parce que c'est la première personne, il y a eu quelques projections pour l'instant du film et j'ai exactement pensé à la même chose. J'ai pensé à Pompidou au moment où je tournais et je n'en ai jamais parlé, personne ne me l'a encore dit, donc j'avais eu exactement la même sensation. J'ai dit tiens, c'est exactement la conférence de presse de Pompidou, les mêmes mots au début. Je ne sais pas si François Hollande y a pensé consciemment ou inconsciemment. Dans le second extrait que vous avez montré, il y a un effet loupe, bien sûr, un effet de montage, je l'ai fait avec gourmandise. En même temps, la journaliste Camille Langlade de iTélé dit, et c'est le président de la République qui le dit, donc elle ne fait que répéter un verbatim. Elle met les guillemets, en tout cas, dans la citation. Donc ce n'est pas seulement qu'ils sont sous la dictée de Gaspard Ganzer, mais ça raconte aussi quelque chose de l'accélération du temps médiatique, du fait qu'il faut les télévisions d'information en continu, comme LCI, comme iTélé, comme BFM, sont omniprésentes. Ouais. Et à part dans le bureau du président de la République, où le temps semble s'être arrêté, le reste du temps, dans les autres bureaux, les télévisions sont allumées tout le temps. Et forcément, ça, c'est une des choses qui m'a marqué, qui est très présente. La com est très présente dans le film. Diffusion lundi sur France 3, nos confrères de France 3, et ensuite, vous pourrez trouver le DVD qui sera disponible. À suivre. Dès le lendemain, avec 1 heure de séquences inédites. Et puis, Ah voilà, il y a des séquences inédites. Des bonus, comme on dit. À suivre, un ministre qui dynamite les totems de la gauche. Ce ministre, c'est Emmanuel Macron. Après les 35 heures, il s'en prend à l'emploi à vie dans la fonction publique. Il juge obsolète le statut des fonctionnaires, des propos qui lui valent d'être recadrés par l'exécutif, d'être critiqués par la gauche. Ça n'a pas franchement l'air de l'inquiéter plus que ça. Lui, trace sa route. Écoutez. La vie vaut mieux que des petites phrases. Et je vous redirai tout à l'heure, mais moi, ces jeux-là ne m'intéressent pas. Et donc, vous ne me ferez tomber ni dans la langue de bois, ni dans la provocation. J'agis parce que je crois à ce que je fais, je réfléchis, je propose et on continuera à avancer ensemble comme ça. Utiliser le parler vrai en bousculant les règles, Jérôme Béglé, est-ce que c'est une méthode payante en politique ? Oui, c'est une méthode payante au début, sur les premiers mois. Après,
Je pense que ça finit plutôt par se retourner contre celui qui utilise de parler vrai par des petites phrases. Non, ce qui est amusant là dans cette petite séquence, c'est qu'il y a exactement 13 mois, Gaspard Ganzer faisait savoir que Emmanuel Macron avait toute la confiance du président. Donc 13 mois après, l'a-t-il perdu? Quand il parle, quand il fait des dérapages plus ou moins contrôlés ou plus ou moins incontrôlés, moi je pense qu'ils sont contrôlés, le fait-il avec l'assentiment tacite du président? Si je m'en réfère à la parole présidentielle ou à la parole du porte-parole présidentiel, Gaspard Ganzer, oui. Donc on n'a pas besoin de faire des montagne de tout cela, c'est le surmoi ou un moi de François Hollande qui parle à travers son ministre de l'économie. Donc voilà, c'est ça que je trouve très amusant de rapprocher les deux séquences. Après, si on fait une analyse plus politique, évidemment, on voit bien qu'il y a deux gauches, qu'il y a une gauche très réformatrice, incarnée un peu par Manuel Valls et de plus en plus par Emmanuel Macron, et une gauche très enfermée dans sa doctrine idéologique, les frondeurs et quelques autres, et que ça craque, ça se distend de plus en plus et gare, comment dirais-je, à la déchirure musculaire. Nicolas Boudot, de la majorité, vous voulez, de la majorité, oui. Vous voulez dire. Nicolas Boudot, il est dans une démarche personnelle, il s'éloigne du collectif? Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est un animal politique ou même post-politique qui n'est pas conduit par une idéologie. Et c'est ça qui est assez nouveau pour un ministre aussi important qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est un animal politique un peu à part. Alors certes, comme animal politique, il est utilisé et globalement à bon escient par les deux têtes de l'exécutif que sont le président de la République et le Premier ministre, qui réussissent en lui faisant prendre des positions probablement ou en le laissant agir sur certains principes ou sur certains propos, permettent de garder avec eux une partie du centre et de la gauche, et puis de laisser sur le côté les frondeurs. C'est intéressant comme animal politique. Yves Geland, et ce sera le mot de la fin. Est-ce que c'est le chouchou Emmanuel Macron, du chef de l'État? Je ne sais pas s'il a toute la confiance du chef de l'État. Il a toute la confiance de Gaspard Ganzer, en tout cas avec qui il était à l'ENA dans la même promotion, Cédar Senghor. Et ensuite, ce qui m'amuse, c'est quand il dit la vie vaut mieux que des petites phrases, c'est une petite phrase. Ouais. Donc ensuite, est-ce qu'il y a deux gauches avec une enfermée dans sa doctrine idéologique? Je pense que lui aussi est enfermé, Emmanuel Macron, dans sa doctrine idéologique de la même façon. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Comme toujours, revient la semaine prochaine.